Bien, messieurs les présidents, messieurs, mesdames les académiciens, chers amis, mesdames, messieurs, je vais donc vous traiter ce sujet. Ça n'apparaît pas là-haut. Je ne sais pas. Ah voilà. Je vais donc vous traiter ce sujet qui est très vaste et je me limiterai à quelques points essentiels en essayant de dégager les éléments fondamentaux qui relient la nutrition au vieillissement. Vous savez, et c'est de notoriété publique, que le siècle dernier a été marqué par un allongement considérable de la durée de vie, dû au progrès dans l'hygiène, l'alimentation, la médecine, etc. et j'en passe. L'on pourrait se réjouir de ce fait, on doit s'en réjouir, mais en contrepartie, on note une augmentation considérable des maladies chroniques qui affectent particulièrement le troisième âge et l'on peut se poser la question sur les moyens pour prévenir ces phénomènes. Effectivement, de nombreux facteurs sont responsables dans le développement de ces maladies chroniques. Je ne peux pas tous les développer ici par manque de temps, mais la question qui se pose, quelle est l'importance de la nutrition ou de la malnutrition plutôt dans le développement de ces maladies chroniques. Tout d'abord, il faut définir la malnutrition. Malnutrition signifie que l'organisme ne reçoit pas les apports alimentaires recommandés qui lui permettent de fonctionner normalement. Mais il faut souligner que la malnutrition est un terme qui couvre à la fois une insuffisance d'apports alimentaires et un excès d'apports alimentaires ou un déséquilibre entre les divers nutriments. La prévalence de la malnutrition dans le troisième âge est importante. Voici une étude européenne qui montre que les suffisances d'apports caloriques affectaient environ 10 à 20% des sujets, 20 à 30% n'avaient pas les apports protéiques souhaités. Par contre, les apports glucidiques étaient à peu près dans la normalité, mais avec une proportion très importante de sucre raffiné et un excès d'apport de lipides. Voici encore une autre étude qui confirme à peu près les mêmes choses, insuffisance d'apports protéiques et des déficits en micronutriments, soulignant en particulier le risque des déficits en vitamine D et en vitamine du groupe B12. Quels sont les facteurs qui conduisent à la malnutrition chez le sujet âgé? Il y a tout d'abord des facteurs physiologiques, on peut les appeler ainsi, c'est l'altération de la sensibilité du goût et de l'odorat qui fait que l'appétit évidemment est moins intense. Ça peut être, et ceci est aussi très fréquent et très important, des problèmes bucco-dentaires, très fréquents chez les sujets âgés avec des difficultés de la mastication. Et là, pour rejoindre l'exposé précédent, la précarité intervient beaucoup car ces soins dentaires, tout au moins en France, ne sont pas remboursés correctement. Et puis bien sûr, il y a la diminution des apports alimentaires qui dépend de très nombreux facteurs. On a mis en évidence le rôle de l'isolement familial et social. En France, Monique Ferry a beaucoup insisté là-dessus. Les dégâts au niveau cognitif, les états dépressifs, la restriction volontaire de certains aliments pour des raisons, je dirais, idéologiques, par exemple les régimes anti-cholestérol qui n'ont pas trop de sens chez le sujet âgé, dans certains cas l'abus d'alcool, de tabac, la polymédication qui est aussi un facteur de dénutrition, et puis bien entendu toutes les maladies intercurrentes, infectieuses, etc., qui conduisent à des hospitalisations ou à l'institutionnalisation. Et là, il y a des études qui montrent que dans les milieux institutionnalisés ou en hospitalisation, les apports alimentaires sont souvent insuffisants. La pauvreté, et Madame a précédemment insisté là-dessus, et j'approuve entièrement tout ce qu'elle a dit. Nous avons fait une enquête assez vaste en Languedoc sur une population importante, et nous avons constaté, au terme de cette enquête, qu'il y avait une insuffisance d'apport de fruits, de légumes, de poissons, de produits laitiers, et au contraire, un excès d'apport de gras salés, de boissons sucrées, et qui évidemment contribuait aux troubles métaboliques que nous verrons. L'excès d'alcool dans certains groupes, les difficultés de mastication et l'abus de l'alimentation rapide, voilà ce que cette enquête nous avait apporté.
Alors, quelles sont les conséquences de la malnutrition chez le sujet âgé? Quand on parle de malnutrition, on pense tout de suite à dénutrition. La dénutrition occupe beaucoup de place dans les publications gériatriques, mais paradoxalement, la malnutrition peut conduire à des aspects totalement opposés, qui sont les états de pléthore représentés par l'obésité et le diabète de type 2. Et je voudrais souligner que cet aspect de la malnutrition n'est pas très souvent présenté dans les publications. Alors la dénutrition, voyons d'abord la dénutrition. Eh bien, je rappellerai ses conséquences puisque d'autres auteurs après moi les développeront sûrement mieux que je l'aurais fait. La sarcopénie qui est un élément fondamental, l'ostéoporose où la dénutrition se conjugue avec les insuffisances hormonales de la ménopause, la diminution des capacités de résistance immunitaire, la diminution des capacités cognitives, et là certains travaux mettent en avant le rôle des carences en vitamines du groupe B, et tout cela aboutit à une augmentation significative de la mortalité et de la morbidité. Mais ce qu'il faut bien souligner, j'insiste là-dessus, c'est que la dénutrition peut être inapparente chez certains sujets qui apparemment se portent bien, qui sont âgés, ils se portent apparemment bien, mais ils sont quand même dénutris, et une maladie intercurrente arrive, et la dénutrition va alors exploser dans toute sa beauté, si l'on peut dire. Venons-en maintenant à l'autre aspect de la malnutrition. L'autre aspect, ce sont les maladies de pléthore. Et ces maladies de pléthore, il y a l'obésité, le diabète 2. Et j'insiste beaucoup que ce sont des conséquences que l'on peut qualifier de paradoxales. En effet, on peut s'interroger pourquoi la malnutrition peut induire l'obésité et le diabète chez le sujet âgé. Bien, je crois qu'il y a, pour faire vite, deux facteurs. Premièrement, au cours de l'âge, et ça commence très tôt, vers la trentaine, il y a une augmentation progressive de la graisse viscérale et surtout une diminution de la masse musculaire qui se développe progressivement, qui va entraîner une surcharge adipeuse du muscle, du foie, et créer un état d'insulinorésistance. Qui survienne là-dessus un état de malnutrition, avec un apport excessif, par exemple, de sucre raffiné, de lipides, eh bien, tout va se déséquilibrer et vous verrez ainsi apparaître une obésité inattendue et un diabète qu'on ne pensait pas voir arriver. Alors, parlons de l'obésité. Je ne peux pas vous traiter ici l'obésité du sujet âgé, mais j'ai focalisé sur deux points. Est-ce fréquent? Oui, l'obésité sur le sujet âgé est fréquent. Une enquête au BEPI en 2009 considère que l'excès pondéral, quelle que soit sa gradation, dépasse 50% dans le troisième âge. Deuxièmement, le point important que j'ai voulu développer, répond à la question suivante. Est-ce que l'obésité du sujet âgé doit être prise en compte de la même façon que l'obésité de l'adulte? Eh bien, certainement non. En effet, il y a deux situations que j'ai peut-être un peu schématisées, mais enfin, je crois que ça correspond à une certaine réalité. Ou bien vous avez affaire à une obésité ou un surpoids simple, sans comorbidité, chez un sujet qui est apparemment en bonne santé. Eh bien, on a montré dans des travaux que l'excès de poids chez le sujet dans le troisième âge est associé à une réduction de la mortalité. Donc, la conséquence pratique chez les gériatres, et que je partage, c'est qu'il ne faut surtout pas faire maigrir les sujets âgés en surpoids ou en obésité modérée. Car en effet, on risque d'aggraver la sarcopénie, qui est l'élément majeur de gravité de ces états. Par contre, lorsque l'obésité s'accompagne de comorbidités qui peuvent être sévères, qui peuvent entraîner des risques cardiaques, des risques moteurs, etc., là, il faut peut-être nuancer le propos précédent. Et à ce moment-là, on peut penser qu'un régime prudent, riche en protéines, peut réduire les effets négatifs de l'excès pondéral chez ces patients. Venons-en au diabète. Alors le diabète, eh bien, cette courbe est tout à fait flagrante. Le diabète de type 2 est l'apanage, je dirais, du troisième âge. En effet, je peux vous dire que la moitié des diabétiques de type 2 se retrouvent après 65 ans. Alors là aussi, quelles sont les particularités? Eh bien,
les points spécifiques, c'est que d'abord le diabète de type 2 est en général lié à l'obésité viscérale. Mais attention, chez le sujet âgé, il s'associera aussi à la sarcopénie. Et cela va conditionner toute l'attitude thérapeutique. Là aussi, vous avez affaire soit à un diabète sans comorbidité chez des sujets en bonne santé apparente. Eh bien, là, je crois qu'il faut optimiser la glycémie et chercher à obtenir une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Il n'y a pas de risque. Par contre, le sujet, ce qui est très, très fréquent, diabétique âgé, avec des comorbidités, de multiples complications, alors là, je dirais prudence. Prudence dans les régimes hypoglycémiants et dans les traitements hypoglycémiants. Le risque n'est pas en effet chez ce type de sujet âgé diabétique à l'hyperglycémie, il est à l'hypoglycémie. Et de nombreux travaux ont montré que l'hypoglycémie est extrêmement fréquente chez les sujets du troisième âge et vous connaissez ses conséquences extrêmement graves à la fois au plan cognitif et au plan cardiaque. Donc prudence extrême dans ces cas-là. Et j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, la longévité. Alors la longévité, c'est pas du tout pareil que le vieillissement. La longévité, c'est le terme extrême auquel une espèce animale peut prétendre. Et vous savez qu'il y a de grandes différences. Ça va de quelques heures à plusieurs centaines d'années selon les espèces animales. Et bien sûr, l'homme a toujours rêvé d'une éternelle jeunesse. C'est le mythe d'Hébé dans la mythologie grecque. C'est les tentatives de Bronsekuar qui n'ont pas eu de suite, de s'injecter des extraits testiculaires. Et puis c'est les innombrables thérapies anti-âge médiatiquement soutenues et qui n'ont donné en fait aucun résultat significatif. Alors on peut se dire de quoi dépend la longévité? Eh bien d'abord, tout laisse penser qu'il y a des facteurs génétiques. Et effectivement, je crois que les facteurs génétiques sont évidents. Ils reposent sur des données expérimentales que je ne peux pas détailler car je n'aurai pas le temps. On a produit des mutations qui peuvent affecter la durée de vie chez l'animal. Cela a été fait chez une espèce de ver nématode dont le nom est assez compliqué, la drosophile, la souris. Et puis chez l'homme, il y a l'étude des syndromes progériens. Alors les syndromes progériens ont été un magnifique modèle, qu'il s'agisse du syndrome progérien infantile, la maladie de Hutchinson, ou du syndrome progérien plus tardif de Werner. Et là, on a mis en évidence des mutations de certains gènes qui paraissent, que l'on soupçonne être responsables du syndrome, et vous verrez que ça a été prouvé chez l'animal, et l'on a surtout montré comment ces altérations génétiques induisaient des modifications de la protéine, la lamine dans un cas, l'hélicase dans l'autre, qui vont perturber la longévité du sujet. Et je vous parlais d'expérimentation, on a pu provoquer chez la souris des mutations du gène NLEMNA et obtenir des phénotypes chez la souris qui se rapprochent, plus ou moins, mais se rapprochent de ce que l'on observe chez l'homme. Alors, on a fait des recherches sur les gérontogènes, il y en a beaucoup qui ont été suspectés, je vous en avais la liste ici, et qui sont corrélés avec des populations qui ont un vieillissement, une durée de vie particulièrement longue, une île de la Croatie, des centenaires, également dans un village du nord de l'Italie, le gène di Milano, par référence à cette localité. Alors, une autre question se pose, quels sont les facteurs d'environnement qui peuvent jouer sur la longévité? Et pratiquement, il y en a un qui a été très étudié, c'est la restriction calorique. Alors, la restriction calorique a été largement analysée chez l'animal, en expérimentation animale, et effectivement, la restriction calorique semble augmenter la durée de vie chez l'animal, que ce soit chez des levures, que ce soit chez des nématodes. Et à partir de là, on a pu, grâce à ces expérimentations, montrer quelles étaient les protéines qui intervenaient. Et l'on a par exemple montré le rôle des sirtuines qui jouent un rôle important dans l'allongement de la durée de vie. Qu'en est-il chez l'homme? En effet, on peut se dire, et ça c'est un intérêt pratique, si on mange moins, si on réduit son alimentation et qu'on reviendra plus vieux. Voilà la question. Alors il y a eu des études courtes, il n'y en a qu'une de Wolford aux États-Unis qui avait enfermé sous une bulle pendant 2 ans des gens
où on faisait de la restriction calorique. Mais 2 ans, c'est pas beaucoup, et cette étude n'a pas eu de conclusion. Et d'ailleurs, je crois que Wolford est mort assez âgé, mais pas tellement vieux quand même. Ensuite, il y a des populations, des isolats qui ont beaucoup de centenaires, et on a étudié leur alimentation. C'est le cas des Japonais qui vivent à l'île d'Okinawa et qui ont un apport calorique environ inférieur à 40% de ceux des populations contrôle, et qui ont un nombre de centenaires assez grand. Mais comme Everett l'a dit dans cette étude, il a dit finalement chez les Okinawans l'allongement moyen de la durée de vie est de 4 ans, moyen, alors que les avancées de l'hygiène, de la médecine, de la chirurgie au cours du siècle dernier ont permis d'allonger la durée de vie de 30 ans. Donc là, ça demande réflexion. J'en arriverai à terminer en vous posant cette question: comment venir vieux en bonne santé? Eh bien, je ne vous apporterai pas des choses extraordinaires, malheureusement. Je crois que l'alimentation joue un rôle capital. Une alimentation riche en protéines, principalement le poisson pour des raisons de sa composition en oméga 3, les légumes, les fruits à coque, en particulier les céréales, l'huile d'olive, c'est le régime méditerranéen. L'activité physique, très importante, et ça il faut y insister. La qualité du sommeil également, et surtout l'environnement familial et sociétal. Ça me paraît un point capital. Et puis la lutte contre la pauvreté, et ça c'est plus difficile. Et enfin, l'éducation thérapeutique et l'éducation alimentaire, qui à mon avis il faut commencer très tôt dès l'enfance, dans les écoles, pour permettre aux gens d'acquérir de bonnes habitudes alimentaires. Et voici une étude qui avait été faite au Danemark entre 2 populations, l'une suivant le régime méditerranéen en haut, l'autre ne le suivant pas, et vous voyez que l'allongement de la durée de vie avait été meilleur dans le régime dans la population qui suivait le régime méditerranéen. Alors, je vais terminer par 3 conclusions. Première conclusion, la malnutrition est quelque chose de fréquent chez le sujet âgé. Et là, je crois que je suis en accord avec l'oratrice précédente. La malnutrition peut aggraver des phénomènes physiologiques qui sont normaux, qui se produisent dès la trentaine. La malnutrition peut entraîner 2 conséquences opposées, et là j'insiste car dans la littérature on insiste beaucoup sur la dénutrition, mais on ne relie pas toujours la malnutrition aux maladies de pléthore que sont l'obésité et le diabète de type 2. Et les deux, dénutrition et maladie de pléthore, ont un même support, c'est la sarcopénie qui fait leur originalité. Enfin, la malnutrition doit être systématiquement recherchée, même chez des sujets âgés en apparente bonne santé. Conclusion 2, l'obésité et le diabète sont couramment associés à la dénutrition et avec la sarcopénie, induisant une grande fragilité. Et cela a comme incidence qu'il faut être extrêmement prudent dans le choix des régimes restrictifs et des thérapeutiques hypoglycémiantes. Enfin, la longévité dépend de facteurs génétiques, ça je crois que c'est indiscutable, et de facteurs environnementaux, parmi lesquels la nutrition joue un rôle important, et la prévention des maladies, des morbidités observées chez le sujet âgé doit être prévenue fréquemment en agissant très tôt dans la vie. Et l'oratrice précédente disait qu'il fallait agir dès l'enfance, et je suis entièrement d'accord avec ça, mais j'irai plus loin que ça. Il faut agir avant la conception, avant la vie fétale, car des mécanismes épigénétiques peuvent modifier la qualité de santé du fœtus et avoir bien entendu des conséquences chez le nouveau-né et plus tard chez le sujet âgé. Je vous remercie.